Comment vivre sereinement lorsqu'on ne trouve pas son chemin et qu'on ne parvient pas à se réaliser? C'est la question que s'est posée mon invité durant de nombreuses années. Si vous êtes aussi dans ce cas, alors vous allez adorer cette interview. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de son ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des experts du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne et de ce qu'ils ont à nous offrir, en commençant par les plus grands leaders du secteur. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en la présence d'un acteur incontournable du secteur CEP. Kinésithérapeute de formation, depuis 30 ans, il n'a eu de cesse de se former pour comprendre l'être humain. Ostéopathie, kinésiologie, neurosciences, naturopathie, énergétique, hypnose, géobiologie, pour ne citer que. Il a ensuite mis au point sa propre méthode, la bioénergie quantique. Il est également l'auteur de 7 ouvrages. En 30 ans, il a accompagné des dizaines de milliers de personnes et il est suivi par plus de 82 000 abonnés sur YouTube. En 2015, il fonde l'École française de bioénergie quantique, la EFBQ, dans le sud de la France. Il s'agit de Yannick Vérité. Bonjour Yannick, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Bonjour Maureen, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi pour l'ouverture de ce super réseau social dont tu as Hmm, eu l'initiative. merci. Yannick, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, ta première fois, ta découverte du secteur du bien-être, du développement personnel, personnellement? Bien, je dirais que c'est quelque part mon mal-être qui a fait que je suis allé vers le développement personnel. Comme beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, on cherche des solutions, des explications, on cherche à comprendre pourquoi on n'arrive pas à être bien dans sa vie. Et c'est vraiment ce qui a été le moteur chez moi, mais notamment, je dirais, un mal-être qui était plus au niveau physique. Mmh. Puisque très tôt, en commençant mes études de kinésithérapie, j'ai eu mal au dos, j'ai eu une hernie discale. Je suis allé voir donc les médecins du sport qui m'ont orienté vers la chirurgie, qui m'ont dit vous devez vous faire opérer, vous avez une hernie discale. Et je ne sais pas, il y a une petite voix qui m'a dit mais si tu as été capable de créer une hernie discale, tu es capable peut-être de l'enlever ou peut-être de comprendre en tout cas ce qu'il en est, ce qu'elle veut te dire. Et ça a été le moteur pour moi d'aller commencer à consulter déjà des ostéopathes. Je me suis vite aperçu que c'était assez limité comme action. Et petit à petit, de comprendre par la kinésiologie ce que voulait me dire mon hernie discale. Et je dirais que c'est elle qui a été ma plus grande enseignante pendant des années, puisqu'elle m'a permis de faire ce chemin vers moi, de comprendre que j'avais une dévalorisation par rapport au chemin que j'avais pris, que j'étais pas à ma place, en fait, que je ne trouvais pas ma place, qu'il y avait eu l'autorité d'un père assez forte qui m'empêchait en fait de prendre mon pouvoir et je me suis mis en quête d'aller prendre mon pouvoir et c'est comme ça que je me suis intéressé, eh bien, je dirais au développement personnel. Donc, quelque part, merci à mon hernie discale en fait, qui m'a permis de commencer ce chemin. Je me suis dit, puisque j'ai fait moi aussi ce chemin, j'ai envie de permettre aussi à d'autres de le faire et de comprendre pourquoi, dans leur vie, ils sont confrontés à telle difficulté, à telle maladie, à tel dysfonctionnement, et de comprendre ce que le corps et ce que la vie veut aussi enseigner à travers les épreuves, à travers les tests qu'on a à travers notre chemin. Mmh. C'était l'objet de ma seconde question. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ta première expérience, de tes premières expériences personnelles, pour qu'à un moment donné, tu aies envie de te former et de proposer tes services dans ce secteur? Ça a été vraiment étape par étape.
Donc au début, ben, on a une compréhension mécanique de la chose à travers l'ostéopathie, par exemple, et puis ça a été une compréhension de plus en plus profonde jusqu'à comprendre qu'en fait, euh, je m'étais incarné pour une raison bien précise. Et tant que j'étais pas vraiment à ma place et sur la voie de cette incarnation, sur la raison pour laquelle je m'étais incarné, eh bien, mon âme, à travers mon corps, allait manifester des dysfonctionnements. Alors, certaines personnes, ça va être plus au niveau des émotions. On appelle ça les états d'âme. Moi, c'était vraiment au niveau du corps. Mon corps me disait, mais tu n'es pas à ta place en faisant ça. Et je me suis aperçu que plus je m'approchais de ce que j'étais venu incarner, en fait, eh bien, moins mon hernie discale s'exprimait, moins j'avais mal au dos. Parce que, effectivement, on me disait, mais tu dois muscler tes abdos, tu dois muscler ton dos. Et je faisais tout ça. Mais il n'empêche que j'avais toujours des douleurs. C'était assez invalidant. Et j'ai fait vraiment l'expérience et l'observation que plus j'allais vraiment sur ce qui me faisait vibrer, sur ce qui m'inspirait, là où je prenais du plaisir, là où je m'éloignais de il faut que, je me dois de, eh bien, plus mon corps était dans la souplesse, plus il était dans la fluidité, moins j'avais de problèmes avec mon dos, en fait. Mmh. C'est comme si j'avais mis derrière moi, en fait, j'avais renié une partie de moi, je l'avais mise en retrait pour ne plus la voir, cette partie qui s'exprimait, qui me disait, mais ok, tu dis que tu es pas malheureux dans ta vie, mais tu dis pas que tu es heureux. Tu dis que tu es pas trop mal dans ta vie, mais tu dis pas que tu es bien, en fait. Et je n'arrivais pas à le dire, ça, en fait. Parce que je sentais bien que il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Je sentais que ma vie n'était pas alignée avec ce que je voulais, avec ce que j'avais vraiment envie d'incarner. Et plus je m'approchais de ça, plus j'étais à l'écoute de mes désirs, de mes sensations, eh bien, plus les choses s'alignaient dans ma vie. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que ben, quand les choses ne sont pas alignées, qu'il y a de la résistance, ça veut dire que ben, il y a une action, il y a une pensée, il y a une croyance qui n'est pas alignée avec notre plus haute réalité, qui n'est pas alignée avec ce qu'on est venu incarner sur cette terre, ce que certains appellent la mission de vie, en fait. Ce fameux chemin. Donc tu dis que à partir du moment où tu n'étais pas sur ce fameux chemin, ton corps s'exprimait à travers des douleurs, des Tout à tensions fait, et plus tu te rapprochais de ce chemin et plus ton corps retrouvait une souplesse et tu retrouvais un bien-être dans ton corps. Pour ceux et celles complètement. qui nous écoutent et qui sentent qu'ils ne sont pas sur leur chemin, quelles sont les autres informations qui peuvent leur donner des indices et comment est-ce qu'ils peuvent trouver ce chemin finalement? Alors, au-delà, effectivement, de la souffrance physique, peut y avoir, il y a ce sentiment profond de je peux faire mieux, mais je ne sais pas comment faire, en fait. Je sentais qu'il y avait une espèce de plafond de verre au-dessus de ma tête, c'est-à-dire je voyais là où je pouvais aller, mais je ne connaissais pas le chemin, je ne connaissais pas le mode d'emploi pour y arriver. Et j'avais beau faire des formations, etc., je m'apercevais que on ne me donnait pas le mode d'emploi, parce que ce mode d'emploi, bien quelque part, personne ne pouvait me le donner. Il était inscrit à l'intérieur de moi, et ça a été le fait de me répéter, de me répéter cette phrase, et si je peux donner ce cadeau dans cette interview, ben, j'en suis vraiment heureux. À un moment donné, je commençais à me répéter, pourquoi pas moi? Parce que je me suis aperçu qu'en fait, j'avais ce syndrome de l'imposteur et je me disais, mais ok, tu as envie de faire de la formation, ok, tu as envie d'enseigner, mais qui tu es pour faire ça? Pour qui tu te prends pour faire ça? Et en fait, j'observais les autres, j'admirais ceux qui pouvaient le faire, et moi, je restais un peu sur la touche, en train de regarder le match se jouer, mais je participais pas en fait à ce jeu, à ce match. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si tu es incarné de toute façon, c'est que tu as une raison pour laquelle tu t'es incarné. Et donc, même si tu ne connais pas la raison, eh bien, commence à jouer ce match. C'est Mike Horn qui dit à juste titre, vous n'avez pas besoin d'avoir 100% de réponses pour commencer à vous mettre en chemin. Si vous attendez d'avoir 100% des réponses, jamais vous vous mettrez en chemin. Alors, il ne le dit pas de cette manière, mais je résume sa pensée. Et je trouve cette pensée mais tellement, tellement forte et alignée qu'en fait, souvent, on attend d'avoir la réponse pour se mettre en chemin. On attend de savoir quelle est
sa mission pour se mettre en chemin. Eh bien, je dirais, c'est là notre plus grande erreur. Il faut se mettre en chemin et c'est à partir du moment où on va se mettre en route que ça va venir se préciser. Pourquoi? Parce que le message, on va pas l'avoir à 100 comme ça, dans son intégralité, d'un coup, on est illuminé, ça y est, je vais faire ça, j'ai tout le mode d'emploi qui s'affiche. Ça peut être comme ça, mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, on va essayer une voie et on va récupérer des informations. Tiens, je viens de faire ce stage, ça me parle, mais ça me parle à 10 je prends ces 10. On va aller faire cette formation, on va aller faire ce voyage, on va rencontrer telle personne, on va aller lire tel livre, on va regarder telle conférence. Et c'est toutes ces pièces de ce puzzle mis bout à bout, qui vont nous permettre de trouver quelque part notre chemin, en fait. Et j'ai mis longtemps pour le trouver parce que, eh bien, j'avais pas la réponse comme ça d'un seul coup, j'avais pas le mode d'emploi. Alors que la croyance que pour me mettre en chemin, j'avais besoin, pardon, d'avoir toutes les réponses. Et en fait, c'est pas le cas. Donc, il faut commencer à faire le premier pas, à avancer, et c'est comme ça que ça va se profiler. Pardon. Et donc, le conseil que j'aimerais donner aux personnes qui n'arrivent pas à trouver leur voie, c'est d'explorer. Il faut être un explorateur, il faut être curieux. Il faut enlever de sa croyance que ça doit être parfait, qu'on doit réussir du premier coup, qu'on doit trouver du premier coup. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement l'exploration, c'est la curiosité, c'est d'aller s'intéresser à telle chose. Est-ce que c'est fait pour moi? Ben, je le fais. Je verrai bien en le faisant si c'est fait pour moi ou pas. C'est pas fait pour moi, c'est pas grave. J'ai rencontré une super personne, j'ai appris des choses et je continue mon chemin. Mais souvent, on ne fait pas parce qu'on se dit, ouais, mais il faut vraiment que je sois sûr que ça, c'est fait pour moi. Ouais, mais tu te rends compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire pâtissier. Mais si je fais pâtissier et que je me rends compte que ce n'est pas pour moi, j'aurais perdu du temps. Mais non, tu n'auras pas perdu du temps. Tu auras appris des super trucs, tu auras appris à faire des gâteaux, tu auras appris des super expériences, mais tu n'auras pas perdu ton temps. On ne perd pas son temps en explorant, en fait. Alors qu'on voudrait avoir une route précise. Mais on sait bien que la route, eh bien, elle n'est pas toujours droite. Elle peut être faite de détours. Et c'est ça qui aussi est chouette. Et je sais que ma route, moi, elle a été faite de plein de détours. Et parfois, je sortais de stage ou formation en me disant, ouais, mais bon, tout ça, tu le sais, etc. T'as pas appris grand-chose, mais ça restait dans un coin. Et je m'apercevais que quelques années après, je réutilisais en fait le contenu de ce que j'avais vu auparavant. Et c'est ça qui est génial, parce que parfois, on pense avoir fait telle expérience pour rien, rencontré telle personne pour rien, mais c'est jamais pour rien. C'est toujours pour mettre en fait des données supplémentaires dans notre besace, et c'est ces données supplémentaires qui vont faire qu'à un moment donné, ça va devenir une évidence, le chemin qu'on doit prendre en fait. Ce qu'on appelle, comme je disais, notre mission de vie, ce pourquoi on s'est incarné. Et c'est vrai que j'avais un peu le sens de ce que ça devait être mon incarnation, mais je ne savais pas du tout comment ça allait pouvoir se faire. Et je l'ai su que quelques années après, et je dirais, c'est même pas un but, parce que quand on est arrivé à ce point, on s'aperçoit qu'il y a encore une étape après. Parce que, ok, je fais de la formation, c'est génial, j'enseigne aux personnes, mais c'est tellement évolutif que la manière dont j'enseignais il y a 5 ans, mais elle est plus du tout la même que celle que j'enseigne maintenant. Et en fait, le chemin, en fait, il continue tout le temps, sans cesse. Alors qu'on a dans la tête, on a dans l'idée, on a aussi comme fantasme que on va atteindre un but et ça y est, on est arrivé, tout va s'illuminer, on sera heureux quand on aura atteint ce but-là, mais c'est faux. Parce que il faut pas chercher à être heureux en atteignant un but, il faut au contraire commencer à être heureux en se mettant en chemin vers ce but. Et c'est ce que tu as vécu, toi, justement, cette exploration, l'ostéopathie, la kinésiologie, les neurosciences, l'énergétique, l'hypnose. Peut-être que pendant ce chemin, il y a des moments où tu t'es dit effectivement: «Bon, je veux faire quoi? De l'hypnose? Ah non, pas tout à fait ça. De C'est la ça, naturopathie? Bah non, peut-être pas tout à fait ça non plus». Et avec cette exploration, en fait, c'est à partir de là qu'est née la méthode que tu as créée, la bioénergie quantique, que tu tout aurais à fait, jamais créée et finalement, si tu avais pas eu toutes ces étapes. complètement. Ça m'a permis aussi de comprendre ce que je voulais faire
là où je ne voulais pas aller. Les techniques pour moi qui me demandaient par exemple trop d'énergie, eh bien, je me disais, ben, ok, ce sont de belles techniques, mais elles ne sont pas faites pour moi, en fait. Et ça m'a permis en fait de faire le tri dans ce que je voulais enseigner. Déjà, d'une part, de ce qui fonctionnait pour moi aussi, d'autre part, parce qu'il y a des techniques qui fonctionnaient pour moi et d'autres qui ne fonctionnaient pas. Donc ça a été génial. Ça a permis aussi des super rencontres, ça permet aussi de parler de ce que font les autres. Parce que si on est absolument focalisé que sur ce qu'on fait et qu'on ne connaît pas ce qui se fait ailleurs, eh bien, je trouve qu'on n'a pas une vision qui est large, en fait. Moi, quand une personne me dit, ben voilà, je fais telle technique et que j'y suis allé, ben waouh, c'est génial. Je me rappelle, c'est une patiente qui m'a vraiment marqué. Elle vient chez moi et cette personne, elle souffre de solitude. Elle avait à peu près 65 ans, je pense, ouais. Elle souffrait de solitude, complètement isolée au niveau social. Et quand je commence à la scanner, je sens pas qu'il faille faire une séance, en fait. Et je dis, écoutez, venez me voir, je vais vous donner une clé. Elle me dit, mais c'est quoi? Je lui dis, allez faire de la biodanza. Elle me dit, mais c'est quoi ce truc-là? Je dis, vous allez voir, c'est une technique, vous allez rencontrer des gens, vous allez mettre votre corps en mouvement, vous allez travailler sur vous, mais à travers le corps. C'est une technique qui a été créée par un Argentin, et voilà. Je lui explique ce qu'il en est, je lui dis, trouvez un enseignant de biodanza, un facilitateur, allez en faire. Et puis, ça s'arrête là, en fait. 3 ans après, je la vois revenir pour un autre problème. Et je lui dis, mais je reprends sa fiche, je lui dis, alors, vous en êtes de votre solitude, de ce que vous souffriez, parce que je me rappelle qu'à l'époque, je ne pouvais pas vous accompagner par rapport à ça, mais je vous avais demandé d'aller peut-être vous renseigner auprès de quelqu'un qui faisait la biodanza. Elle m'a dit, mais vous savez quoi? Ça m'a changé ma vie. Elle m'a dit, je suis devenue facilitatrice. J'ai tellement aimé, adoré, que je suis devenue facilitatrice en 3 ans, et j'ai rencontré mon compagnon dans juste une formation de biodanza. Et donc, son problème de solitude était fini, en fait. Et si j'avais pas fait moi-même de la biodanza, j'aurais pas pu lui donner cette information, en fait. D'où l'importance d'aller explorer les choses qui sont différentes et où parfois on se dit: «Bah non, ça n'a rien à voir» et en fait finalement compiler, ça donne des compétences aussi qui sont extraordinaires. Complètement. Et on nous a enseigné dans la religion judéo-chrétienne que la curiosité était un vilain défaut. Mais moi, je dirais que bien utiliser la curiosité, c'est une merveilleuse qualité. Et quand on est curieux de la vie, curieux de savoir ce que les autres font, et j'ai souvent observé que dans le développement personnel, les gens restaient cloisonnés dans ce qu'ils faisaient. Ils devenaient experts dans ce qu'ils faisaient, mais ils se coupaient aussi de ce que les autres pouvaient faire. J'ai toujours été un curieux insatiable d'aller voir ce que les autres faisaient, de me dire, mais tiens, ça c'est vachement inspirant. Et d'aller voir la personne et lui dire, tu vois, ben, je vais te piquer ton truc, là, je vais prendre ça, je vais le mettre à ma sauce. Et on fait tout ça de toute façon. On prend une donnée, on la met à notre sauce, on l'utilise d'une autre manière et c'est ça qui va faire qu'on va enrichir en fait notre éventail thérapeutique, notre éventail humain. Et puis il y a d'autres choses qui nous parleront pas et puis on les mettra de côté. Mais en tout cas, je trouve que la curiosité, c'est génial. Et quand on veut trouver ce qu'on veut faire dans sa vie, qu'on veut trouver sa raison d'être, ben c'est important d'être curieux et se donner le droit d'essayer, se donner le droit de ce qu'on appelle de se tromper. Alors Mmh. pour moi, c'est pas faire une erreur. Les gens disent ouais, tu t'es trompé, je me suis planté de voie. J'ai fait du commerce, j'ai fait une école de commerce, je me suis planté de voie et en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus l'art-thérapie. Mais non, tu t'es pas planté de voie. Tu as appris des clés dans cette école de commerce qui va te servir dans ton art-thérapie, peut-être pour communiquer sur ce que tu fais maintenant en art-thérapie. Et tu vas pouvoir peut-être dupliquer un modèle économique, j'en sais rien, mais en tout cas, tu n'as pas perdu ton temps. Et souvent, on se bloque, on se sclérose parce qu'on a peur de se tromper de voie. Mais je dis au contraire, trompez-vous, allez-y, expérimentez. On est là pour ça de toute façon. Et c'est la raison pour laquelle toute technique est évolutive. Une technique qui ne bouge pas d'année en année, je dirais quelque part, elle se sclérose aussi parce qu'il y a besoin que les choses évoluent, parce que les temps évoluent. On n'est plus dans la même ère maintenant, on est passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, donc les choses évoluent. Eh bien, les choses sont évolutives et nous, on doit aussi évoluer. Et la curiosité, c'est quelque chose qui nous fait évoluer. Donc, pour ce faire, eh bien, il y a besoin d'aller expérimenter, d'aller être curieux et d'expérimenter telle ou telle chose, en fait.
Donc soyez curieux. En parlant de techniques et de techniques qui évoluent, Yannick, tu as créé une technique donc à partir des différents outils que tu as explorés, que tu as appris, que tu as empruntés à droite et à gauche. Cette technique, ça s'appelle la bioénergie quantique. Est-ce que tu peux nous en parler et peut-être nous parler de son évolution, si elle a évolué? Bien sûr. Alors, j'ai fait pas mal de formations en énergétique. J'ai commencé, comme beaucoup de personnes, par des stages Reiki, par exemple, Mmh. où on commence à manipuler, à jouer avec l'énergie. Et je trouvais ça un peu long, je trouvais ça un peu rébarbatif, en fait. Mais c'était super, attention. Mais c'était pas le modèle que je vous développais. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus de techniques en énergétique où on faisait appel à des présences, par exemple, pour corriger telle ou telle chose. Et un jour, je suis tombé sur une interview, sur une vidéo de Granny Mallet qui parlait du double quantique. Et là, je me suis dit, mais c'est ça la clé que je cherche. Et si je connectais le double quantique, je lui demandais, en fait, d'aller corriger, d'aller transmuter les pollutions que moi, j'arrive à ressentir sur telle ou telle personne. Donc, ça part du principe qu'en fait, chaque personne est entourée d'un aura, et dans cette aura, il y a des pollutions. Qui sont quoi? Qui sont les miasmes des traumatismes du passé, des blessures d'âme, de ce qu'on a pu endurer, de ce qu'on a encaissé, de ce qu'on n'a pas digéré. Et tout ce passé, en fait, il est inscrit sous forme de pollution énergétique, qu'on appelle des kystes, des objets plantés, des failles, des fuites, etc., et qui occasionnent des troubles physiques et des troubles émotionnels et des troubles comportementaux. Et ça, un énergéticien est formé pour pouvoir les détecter et pour pouvoir, je dirais, y remédier, souvent en faisant un travail au niveau de l'énergie qui passe par les mains, ce que fait par exemple le Reiki, où on va nettoyer le corps énergétique. Et moi, je me suis dit, mais ce double quantique qui est quelque part la version la plus élevée de nous-mêmes, que certains appellent le moi spirituel, moi je dirais, c'est plus cette dimension de nous-mêmes qui a accès au champ de tous les possibles. Puisque le champ quantique, c'est le champ de tous les possibles, c'est le champ informationnel, c'est là où tous les potentiels, tous les possibles sont écrits. Si ce double quantique est capable d'aller connecter la solution à notre problème, pourquoi il ne pourrait pas transmuter des pollutions? Et donc, je me rappelle, la première consultation que j'ai pu faire, ça a été une personne qui est venue me voir pour des problèmes d'alcoolisme. Et il m'a dit, je viens me voir parce que ma femme, elle veut à tout prix me quitter et il faut vraiment que je me débarrasse de ce truc-là. Donc, je fais une séance d'énergétique, mais sans imposition des mains, et je scanne en fait toutes les pollutions qu'il y a dans son aura. Il y avait donc une mémoire héréditaire d'alcoolisme, il y avait des traumatismes enfants où il s'est senti rejeté, où il y avait une addiction déjà enfant, adolescent, je dirais plutôt à tout ce qui était ah, le hakik, l'herbe, le shit et Ouais. tout ça, voilà. Et donc je repère tout ça et à un moment donné, je connecte son double quantique et je lui dis voilà, transmute ça. Et je vous assure que je l'ai fait mais sans y croire. Je me suis dit, il va garder son problème et tu vas revenir à ta technique que tu maîtrises, qui est la kinésiologie, l'énergétique pure et dure, etc. Cette personne revient me voir 15 jours après et me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Et là, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai pu faire? Il me dit, mais je suis dégoûté par l'alcool. Ah, je dis, c'est pas vrai. Il me dit, si, si, je suis sorti de votre séance, j'ai senti que l'alcool, c'était plus pour moi. Je suis écœuré par l'alcool, je ne peux plus y accéder. Et c'est à partir de là, à partir de cette conférence de Granny Mallet, que j'ai commencé à aller travailler avec ce double quantique, à voir là où il pouvait agir, là où il ne pouvait pas agir. Et chaque personne, en fait, a un double quantique. Chaque personne a une version plus élevée de lui-même qui n'est limitée par aucune croyance limitante, aucun implant familial, aucun implant de vie passée, qui n'a aucun frein, qui n'a aucun sabotage. C'est comme s'il y avait un moi pur qui avait accès en fait à tous les possibles, alors que nous-mêmes, en être incarnés, nous sommes conditionnés par ce que nous croyons possible ou pas. Et moi, par exemple, je ne pensais pas du tout qu'il était possible en une séance avec le double quantique de pouvoir libérer cette personne au niveau de son addiction d'alcool.
Mmh. J'étais donc conditionné par mon moi humain. Eh bien, ce moi spirituel, ce double quantique, cette version la plus élevée de nous-mêmes, est capable en fait d'aller connecter. C'est comme si c'était le relais entre notre moi, là, vivant, incarné, avec ses limitations d'être humain, faisait le lien avec tout le champ des possibles et nous ramenait en fait la vibration qui est nécessaire à notre guérison. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais Alors, ce qui oui. permet en fait de demander à ce double quantique d'aller transmuter toutes les pollutions que la personne porte, que ce soit une mémoire d'abandon, que ce soit une mémoire intra-utérine par exemple. Eh bien, on peut demander à ce double quantique à condition, et ça c'est très clair, à condition que le praticien détecte la mémoire chez la personne. On ne peut pas dire au double quantique, tiens, allez, vas-y, moi je prends l'apéro et toi tu guéris la personne. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que le praticien détecte en fait euh, tout ce qui cloche dans le programme informatique de la personne. C'est comme si on était un informaticien. On a en face de nous une personne qui est un ordinateur et quelque part, on va aller voir dans ce computer tous les programmes qui sont obsolètes, tous les programmes qui l'empêchent d'avancer. Et c'est comme si le double quantique, c'était le fait d'appuyer sur la touche Reset. Mais Mmh. pour que je puisse faire ça, il faut que j'aille détecter les programmes qui sont déficients. Je ne peux pas faire la touche Reset sur un ordinateur dont je n'ai pas détecté les programmes qui étaient déficients, en fait. OK, et donc c'est une technique, donc ça, c'est la technique que tu as créée, et aujourd'hui, tu formes des personnes à utiliser cette technique? Tout à fait. Donc, je forme des Aujourd'hui, bioénergéticiens quantiques ouais. qui sont à même d'aller effectivement scanner. Donc, scanner, c'est-à-dire qu'on va, comme un scanner d'imprimante, hein, on va vraiment permettre de scanner la personne et rechercher dans son aura, dans ses différents corps auriques, que sont le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui la freine, ce qui la sabote, ce qui la rend malade aussi. On va détecter ce qu'on appelle les pollutions énergétiques ou les implants, et on va mettre en fait cette pollution en relation avec une cause. Tiens, là, par exemple, là, je vois, un dernier exemple qu'on a pu faire, c'est une personne qui a une douleur très, très invalidante au pied, en fait, et elle a ce qu'on appelle un syndrome de Morton. C'est une douleur très, très douloureuse, une douleur nerveuse, donc un dérèglement un peu au niveau des terminaisons nerveuses des phalanges du pied. Et là, donc, on repère qu'il y a une zone qui est complètement bloquée, l'énergie ne circule plus. Il y a ce qu'on appelle une barre énergétique. Et c'est cette barre énergétique qui lui crée les douleurs. Alors, si on enlevait la barre énergétique et qu'on dit à cette personne, ben, je ne sais pas, il y avait ça, je voulais enlever, mais qu'on ne met pas en fait, et c'est pour ça que la prise de conscience est nécessaire, qu'on ne met pas en fait le lien avec la raison pour laquelle il y a ce problème, la personne ne va pas pouvoir corriger ses attitudes. Elle ne va pas pouvoir changer son positionnement. Et cette barre énergétique était faite en fait, elle se sentait prise en otage entre sa mère et sa sœur qui étaient fâchées. Et donc, quelque part, elle était prise au milieu. Ça s'était logé au niveau de son pied, c'était le pied gauche, je crois bien, et ça l'empêchait de marcher. Et donc, en lui disant ça, en lui disant, mais tu vois, ton pied, il est bloqué parce que justement, il y a un problème de positionnement. Il faut que tu arrêtes de te positionner quelque part entre ta mère et ta sœur. Ce n'est pas ton conflit. Mmh. Et donc, on a demandé à son double quantique de corriger ça. La douleur très rapidement est partie, mais elle a pu conscientiser que ça venait de ça. Donc, en fait, elle a pu changer son attitude. Et c'est ça qui est important dans la bioénergie quantique. Il y a une volonté de responsabiliser la personne quant à sa guérison. Parce que ce n'est pas le praticien qui va guérir la personne, c'est la personne qui se guérit elle-même en prenant conscience, en fait, d'un positionnement qui n'est pas adéquat. Je Mmh. prends par exemple une personne, c'était en formation, c'était d'ailleurs la semaine dernière. Elle me dit, mais je suis tout le temps fatigué, j'aimerais comprendre ce qu'il en est. Donc, on se connecte à elle et on s'aperçoit qu'il y a des blocages au niveau émotionnel, mais il y a aussi au niveau des blocages au niveau physique. Et donc, on cherche au niveau physique. Et là, on est plusieurs dans la salle et on voit tous un liquide noir.
Tu bois du café? Bah ouais, je bois du café le matin. Eh bien, écoute, essaye d'arrêter le café le matin et tu regardes ce que ça fait déjà. Première chose. Quelques jours après, elle nous dit, mais waouh, j'ai 2 fois plus d'énergie. Mmh. Depuis que j'ai arrêté le café, j'ai 2 fois plus d'énergie. Et en fait, la bioénergie quantique, c'est ça. C'est la capacité à canaliser une information, mais aussi la capacité à canaliser ce que veut dire cette information et la capacité aussi à corriger l'information. Ce qui fait que je dirais l'absorption du café, bloquer l'énergie de son estomac, bloquer l'énergie de son foie et bloquer l'énergie de son intestin grêle. Avec le double quantique, on a pu débloquer l'énergie de ces 3 organes, mais il n'empêche que si on ne lui avait pas relaté que c'était le café, elle aurait continué à boire du café. Imaginons qu'on lui dise, bah, écoute, il y a ton foie, ton intestin grêle et ton estomac qui sont bloqués, ben, voilà, on va corriger ça en acupuncture ou autrement, et on ne lui relate pas que c'est le café. Cette personne ne le conscientise pas forcément, et donc ne va pas arrêter le café. Et de ce fait, elle va continuer à être fatiguée et à dépendre d'un thérapeute. Nous, ce qu'on veut en bioénergie quantique, c'est que la personne ne dépende pas d'un thérapeute et puisse quelque part se responsabiliser le plus tôt possible par rapport à tout ce qui vient la saboter. Que ce soit sur un plan, je dirais, physique, parce qu'elle habite pas, peut-être pas dans le bon environnement ou le bon lieu, où elle consomme pas forcément les bonnes choses, où elle fait des erreurs alimentaires, mais aussi par rapport à son émotionnel, ou aussi par rapport à un positionnement, par rapport à différentes choses, par rapport à des mémoires familiales ou des mémoires de vie passée. Donc, on va aller rechercher tout ça, tout ce qui bloque la personne. On va ramener à la conscience que c'est ça et ça et ça qui bloque cette personne. On va corriger ceci, mais on demande quand même aussi une participation active de la personne de changer des choses. Admettons que cette personne, je sais pas moi, elle soit toujours euh, très dur avec ses enfants, ça aille toujours au clash, etc. Parce que enfant, elle n'a pas reçu d'affection, donc on a détecté ça dans son corps émotionnel, qu'il y a eu une blessure d'humiliation de par sa mère, mais qu'on on lui ramène pas ça à sa conscience. Eh bien, peut-être qu'elle va pas être consciente qu'il faut qu'elle change des choses dans la Mmh. relation avec ses enfants. Alors, c'est vrai que quand on corrige la blessure, la personne s'aperçoit automatiquement quand même d'un changement. Elle se dit, mais waouh, la relation à mes enfants a commencé à changer. Et donc, je dirais que c'est un savant équilibre entre le fait de ramener à la conscience des informations, mais aussi de ne pas trop en dire pour ne pas que la personne aussi puisse l'accaparer au niveau mental et faire des films qui vont tourner, qui vont faire qu'elle va trop mentaliser la chose. C'est un savant mélange en fait de conscientiser les choses et je dirais de laisser faire aussi l'énergie dans le corps qui va réajuster ce qui a à réajuster. Parce qu'on sait qu'on peut aussi guérir sans tout conscientiser. Il y a des guérisons qui sont faites et on ne sait pas du tout pourquoi on a guéri. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a des choses qui peuvent guérir toutes seules, et c'est OK, on n'a pas besoin de conscientiser. Par contre, tout ce qui est schéma répétitif, il y a besoin de conscientiser parce qu'il y a besoin de changer des croyances et des habitudes. Et là, par contre, quand je dis qu'on va permettre à la personne de conscientiser, c'est là où on va accentuer notre conscientisation quand il y a des schémas répétitifs. La personne qui me dit, je me mets toujours dans des galères financières, je ne comprends pas du tout pourquoi. OK, bougez pas, on va scanner. D'accord. Vous n'aviez pas un grand-père qui jouait au jeu comme ça? Ben, je ne sais pas. Ça, c'est un cas d'école, hein. La personne se renseigne et effectivement, elle demande à son père si son père jouait. Et son père qui dit effectivement, mon père, ouais, il bouffait toute la paye parce qu'il allait tout le temps jouer, quoi. Et donc, en fait, il a récupéré cette mémoire de perte d'argent et il se met toujours dans des galères financières. Et c'était un schéma répétitif qui fait qu'en prenant conscience de tout ça, et en changeant ses habitudes, eh ben, ce schéma a pu s'arrêter, en fait. Et ça, en une séance, comment ça se passe pour, côté client? En une séance, 2 séances, comment? Alors, première séance, alors ça dépend si la demande de la personne, elle est physique, d'ordre physique ou d'ordre psycho-émotionnel. J'entends par ordre physique une personne qui a des problèmes de maladie, des problèmes physiques, des problèmes de fatigue chronique, des douleurs. On va d'abord regarder tous les paramètres. C'est comme quand on fait un contrôle technique d'une automobile, en fait. On va regarder tous les paramètres
d'accord? Ben, nous, on va faire la même chose. On va regarder tout ce qui, dans le corps, au niveau physique, prend de l'énergie et on va aller rééquilibrer ces éléments, tels que la flore intestinale, tels que l'acidification dans le corps, tels que comment dirais-je, la liberté des glandes surrénales, le fonctionnement de nos différentes glandes. On va tout vérifier la première séance. Donc ça va prendre une séance quand la demande est physique, quand il y a quelque part une motivation, une douleur physique. Pour Au ensuite niveau aller s'intéresser au psycho-émotionnel. Au Oui. niveau, physiologique ou au niveau énergie de ces organes? Parce que du coup, la question suivante sera: quelle frontière pour les personnes qui viennent consulter avec la médecine conventionnelle et le secteur CEP du coup? Alors, donc, il y a toujours en fait, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment une médecine intégrative. On n'est pas là pour remplacer un diagnostic, on n'est pas là surtout pour en faire, on n'est pas là pour dire à une personne d'aller ne plus voir son médecin, au contraire. On va permettre d'expliquer ça au niveau énergétique. Pourquoi, en fait, la maladie se prépare toujours par des troubles énergétiques. Donc, nous, on va travailler sur l'aspect énergétique de la chose, qui fait que, ben, dans certains cas, dans de nombreux cas, le physiologique va pouvoir se réparer, et dans d'autres, bien entendu, non, parce qu'il est peut-être trop atteint, d'accord? Ou alors il y a des chimiothérapies qui sont en train, etc. Nous, on va venir soutenir l'organisme, en fait, par une approche énergétique. Pour ce faire, on a besoin de rééquilibrer certains paramètres énergétiques, tels que j'ai dit, les glandes surrénales, la flore intestinale, etc., etc. Et ensuite, on va s'intéresser à l'aspect psycho-émotionnel. Comment, comment le psycho-émotionnel qui lui appartient ou qui appartient à la généalogie a pu creuser le nid, en fait, de cette pathologie. Ça, c'est ensuite là-dessus qu'on va établir, je dirais, nos séances. Pour une demande plutôt psycho-émotionnelle, telle que des problèmes de couple, des problèmes de travail, des problèmes d'argent, des problèmes de mal-être, mais où il n'y a pas de maladie en fait. On va aller s'intéresser par contre là directement au psycho-émotionnel. Ça veut dire que quand il y a des problèmes de physique, eh bien on va passer déjà par le physique. On va voir au niveau physique ce qui ne va pas, puisqu'on est quand même dans une dimension physique, dans un corps physique. Donc il ne faut pas le nier et penser que tout se fait au niveau psycho-émotionnel. Non, le physique, il a besoin de soutien, il a besoin d'être réparé. Donc on va s'intéresser à ce physique. Et ensuite, bien entendu, on va aller voir l'aspect psycho-émotionnel. Là-dedans, j'entends aussi le mental. Et ensuite, le plan spirituel. Puisque, comme je l'ai dit, la plupart de nos maladies viennent d'où? Ben parce que déjà, dans notre vie, on ne trouve pas de sens ou on ne trouve pas assez de plaisir. On sait que plaisir et douleur sont opposés très, très souvent. Ça veut dire que si dans ma vie, je ne trouve pas le plaisir, ben, je vais développer la douleur. Et donc, on va aller chercher des causes et surtout comment remédier, je dirais, à l'errance quelque part que la personne elle a aussi sur son chemin de vie, en fait. Et on s'aperçoit que beaucoup de pathologies physiques ont bien entendu des souffrances psycho-émotionnelles en amont. Et ça, il faut y aller s'intéresser. Alors, on n'est pas là pour dire qu'on va régler les problèmes en une séance, hein. C'est absolument faux. Rien ne se règle en une séance. Ce qui est important, c'est quand même de comprendre dans les deux, allez, je dirais peut-être trois premières séances, de faire en fait un état des lieux en disant à la personne, voilà, votre problème là, il vient de tant de pourcents au niveau physique, de tant de pourcents au niveau psycho-émotionnel. Au niveau physique, on a repéré qu'il y a ça, ça et ça qui ne va pas. Et au niveau psycho-émotionnel, on a repéré qu'il y a ça, ça à corriger. Et en fait, la personne, elle se sent en sécurité. C'est comme quand elle va chez un garagiste avec sa voiture et que le garagiste lui fait un état des lieux, lui dit, ben voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il faut le réparer, ça, il faut le changer, ça, il faut le réparer. Et c'est quelque part là-dessus, on a une vision en fait globale de la personne. C'est ce que j'ai voulu dans cette technique en bioénergie quantique, c'est d'avoir une vision globale de la personne, que ce soit du plan physique au niveau spirituel. Quand on va voir un naturopathe, il s'intéresse au plan physique, nutritionnel. Quand on va voir un psychogénéalogiste, par exemple, il s'intéresse aux mémoires familiales. Et je dirais que chacun travaille en fait dans sa case. En bioénergie quantique, j'ai voulu une technique qui est une lecture très large et qui permette de dire, ben voilà, le problème que tu as, il a 14% de physique parce qu'il y a ça qui ne va pas au niveau physique. Il a 65% de psycho-émotionnel parce qu'il y a ça qui ne va pas au niveau psycho-émotionnel. Il faut aller voir cette mémoire-là, la nettoyer, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on fait un état des lieux
pour permettre à la personne de conscientiser qu'il y a des choses à changer dans sa vie. Pourquoi? Parce que si on a une maladie, si on a un mal-être, si on a des difficultés récurrentes, quel que soit le domaine, il y a des choses à changer. Il faut enlever de sa tête que c'est le thérapeute qui va faire les choses pour la personne. Et c'est pour ça que quelque part, je lutte un peu contre la dénomination guérisseur. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'on va voir un guérisseur, je vais voir le guérisseur et puis ça y est, mon taf il est fait, j'ai payé ma séance, il m'a guéri. Pour moi, je ne vois pas la guérison comme ça. Je vois vraiment la guérison comme une responsabilisation qui est que s'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas, c'est que j'ai besoin de changer ces choses-là, qu'elles soient conscientisées, qu'elles ne sont pas conscientisées. Par exemple, peut-être que dans ma vie amoureuse, je ne suis pas épanoui, dans ma vie sexuelle, je ne suis pas épanoui parce que je ne suis peut-être pas au courant, mais dans ma famille, il y a des mémoires d'attouchement. Et tant que je n'ai pas mis à jour ces mémoires d'attouchement, et tant que quelque part, elles n'ont pas été nettoyées, et tant que quelque part, je ne change pas non plus mon rapport à l'autre, eh bien, je vais garder quelque part ces difficultés relationnelles. Ça veut dire qu'il y a vraiment besoin, et c'est ce qu'on demande en bioénergie quantique, il y a une implication, je veux dire, importante de la personne pour changer des choses dans sa vie de manière consciente ou inconsciente. Donc, c'est pour OK. ça qu'on n'est vraiment pas dans le fait de se prénommer guérisseur. Loin de là, je dirais qu'on est plus des... Je leur dis quand ils commencent leur formation, vous ne faites pas une formation pour soigner les gens. On n'est pas dans une formation de soignant. Le soignant, il prend en charge les autres. Et je ne veux pas que vous preniez en charge les autres. Moi, je veux que vous les responsabilisiez. Et pour ça, vous allez plus être transformé vous allez plus revêtir plutôt des, des uniformes d'inspecteurs que de soignants. Donc, un inspecteur, en fait, il va chercher des indices qui vont permettre de raconter une histoire à la personne, de lui raconter son histoire. Tu as ce résultat-là, parce que ça et ça ne va pas. Et donc, si on change ça, ça et ça, le résultat, automatiquement, il va changer. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est plus un travail d'inspecteur qu'un travail de soignant. En fait, le bioénergéticien, il ne soigne pas, il ne guérit pas, il va permettre de dérouler le fil intelligent, parce qu'il y a une intelligence derrière ça, il va dérouler le fil intelligent à travers la trame énergétique et à travers ces blocages de l'histoire de la personne, et là, en fait, où elle a perdu son pouvoir. Quand je dis elle, c'est elle dans son enfance, c'est elle dans le ventre de sa mère, mais c'est elle aussi à travers sa généalogie, c'est à travers l'histoire des femmes ou des hommes de sa famille. C'est ça, en fait, ce fil intelligent, puisqu'on sait très bien qu'on vient aussi avec le bagage généalogique de nos ancêtres et qui vient s'exprimer aussi dans notre vie. Et on a besoin d'aller voir ça. Et c'est à travers toute cette histoire-là que le bioénergéticien va chercher le fil. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu, par exemple, me libérer de ce sentiment d'abandon que j'avais, de cette blessure d'abandon que j'avais. J'avais une forte blessure d'abandon que je ne comprenais pas parce que j'ai jamais été abandonné par mes parents. Ma mère, moi, est restée avec moi jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Elle ne travaillait pas, elle a travaillé qu'après. Et on me disait, mais c'est parce que ta mère a travaillé à 8 ans que tu t'es senti abandonné. Mais non, ça ne me parlait pas. Par contre, mes parents, eux, avaient des mémoires d'abandon. Et dans la généalogie, on a pu trouver des mémoires d'abandon. Et c'est en me libérant de ça, et aussi de mes vies passées, parce que le travail en psychogénéalogie que j'avais fait ne suffisait pas, que j'ai pu me libérer de ces angoisses que j'avais d'abandon. J'étais vraiment un angoissé d'abandon, alors que c'est quelque chose que je n'avais pas vécu dans ma vie. Et c'est très déroutant pour le cerveau de se dire, mais ok, je ressens ça, mais il n'y a rien qui explique ça dans ma vie, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une partie inconsciente qu'il faut aller sonder. Et le bioénergéticien quantique, il est formé pour aller sonder, en fait, cet inconscient et aller relever les points où, justement, il y a des mémoires qui bloquent, il y a des implants qui nous limitent, il y a des croyances qui nous limitent, etc., etc. Et alors, il est formé comment, du coup, ce bioénergéticien quantique? Combien de temps dure la formation? Comment est-ce qu'il est formé? Mais cet état des lieux, de la personne? Alors, très bonne question, parce qu'en fait, on s'aperçoit que on a en nous des capacités incroyables, mais tout à chacun, je dirais, et tout le monde peut développer ces capacités-là.
Ce sont ce que j'appelle les perceptions extrasensorielles. Et notamment, l'intuition en fait partie, mais ce n'est pas que l'intuition. On ne peut pas appuyer, par exemple, je dirais, un bilan énergétique que sur l'intuition. On a besoin d'avoir des choses plus fiables. Et en fait, le bioénergéticien va être préparé par le fait de se reconnecter à ses sens. Donc, les premiers modules, c'est apprendre à quitter son mental pour revenir à ses sens, pour pouvoir les connaître précisément, de façon à pouvoir s'y appuyer pour faire un diagnostic précis. Là-dessus, on va apprendre ce qu'on appelle le test du clair-ressenti, qui est la capacité en fait à ressentir son énergie et à détecter chez une personne, par exemple, une pollution qui va faire que ça va nous rétracter, à détecter quelque chose de positif qui va faire que ça va nous expanser. Donc, c'est vraiment par la connaissance de ses sens, de son énergie, de cette communication avec cette intelligence innée que j'appelle, c'est-à-dire les perceptions que l'on a. Et on va rendre ça en les travaillant, je dirais, comme des mathématiques. On travaille ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tout au long de la journée, on va travailler ces perceptions. Je donne un exemple, par exemple. Une personne, donc, je l'ai fait travailler en aveugle, c'est-à-dire qu'ils se mettent deux par deux. Il y en a un qui se met donc derrière l'autre, mais celui qui est devant ne sait pas du tout qui est derrière. Il ne sait pas si c'est une femme, il ne sait pas si c'est un homme, il ne connaît pas son identité. Et il doit aller chercher son énergie, si c'est une personne qui est active, pas active, quelle est sa préoccupation dans la vie, quelles sont ses motivations, quel est le passé avec sa mère, quel est le passé avec son père, est-ce qu'il a des frères et sœurs, etc. Et c'est pas je joue aux devinettes, en fait. Hein. C'est pas tiens, j'ai une chance sur de me tromper. Non, c'est quand je me connecte, par exemple, à sa mère, qu'est-ce que je ressens dans l'énergie? Est-ce que je ressens quelque chose de doux, de dur, de sérieux? Non, je ressens quelque chose de très enveloppant. OK? Il marque mère enveloppante. Il connecte à l'énergie de son père est comment? L'énergie de son père, je ne vois pas. Absent. OK? Son énergie, elle est comment maintenant? Son énergie, oh, je sens que c'est une personne qui doit prendre son temps. OK, doit prendre son temps. Et il y a comme ça tout un listing qui fait qu'on entraîne, on entraîne, on entraîne, on entraîne notre ressenti. La personne se tourne. Ah, c'est toi qui étais derrière moi, ouais. Bon, alors, je t'ai vu comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ça te parle? Ben, c'est tout à fait moi, quoi. Et ça, tout le monde peut le faire avec de l'entraînement. En fait, je dirais, c'est un entraînement à quitter son mental et à pouvoir se reconnecter à ses sens. Une fois que la personne sait ça, on va apprendre un plan de bioénergie, c'est-à-dire qu'on va du point 1 au point 30 ou 40, on va énumérer tous les points qui peuvent bloquer une personne, qu'on appelle la voûte mentale, qu'on appelle les implants, les flèches, les fuites, les failles, etc. On va Ça, c'est un repérer tout ça jargon. dans son C'est corps énergétique. OK. C'est pour décrire les artefacts, enfin, les blocages dans l'énergie, c'est ça? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne Exactement. connaissent pas ce Ce sont vocabulaire? des matérialisations auxquelles on a donné un nom, hein, voilà, qui font qu'on sait que l'énergie, en fait, elle bloque de telle ou telle manière. C'est ça qui est important. OK. Et Je donc donne là, un exemple, par exemple, c'est arrivé il y a quelques semaines, douleur assez fulgurante donc chez une élève dans le côlon gauche qui nous contacte donc via les réseaux et qui nous dit ben, j'ai besoin d'un coup de main là à la promo parce que j'ai une douleur, je vais partir à l'hôpital, j'ai trop mal, etc. Et donc, est-ce que quelqu'un peut me scanner? Ok, on la scanne et donc j'ai laissé faire les élèves. Et là, il y a une élève qui dit ben, écoute, moi je vois une contrariété, mais alors où tu n'as pas pu t'exprimer par rapport à un membre de ta famille et tu n'as pas voulu faire d'histoire. Est-ce que ça te parle? Ben ouais, c'est par rapport à ma belle-sœur. Je sais que si j'avais dit ce que j'avais, ça faisait péter la famille, quoi. Donc, je me suis tu. OK, donc tu as refoulé ton émotion dans l'intestin. Mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? OK, ben on va demander à ton cantine de nettoyer ça. Mais à l'avenir, il faut vraiment que tu puisses exprimer d'une certaine manière ce que tu as à dire. Sinon, ça va revenir, etc. Allez, un quart d'heure après, la douleur était passée. Mmh. Voilà comment on opère, en fait. On va d'abord conscientiser pourquoi il y a le problème.
Parce que si on ne le conscientise pas, quelque part, eh bien, c'est comme si en tant que praticien, je m'approprie un pouvoir, je m'approprie le pouvoir de te guérir. Et ça, Mmh. c'est pas OK. Il faut vraiment que la personne soit impliquée dans ce qu'on appelle le circuit de guérison. C'est-à-dire qu'elle comprenne pourquoi elle a ça. Parce qu'on aurait pu lui dire, ben tiens, allez, vas-y, on va enlever. Donc, comment ça se matérialisait chez elle, en fait? Ça se matérialisait comme un coup de couteau qu'elle avait pris dans le ventre. Et donc, l'autre lui a dit, mais au niveau de ton côlon, je vois comme un couteau qui était planté. Mais elle lui dit, mais c'est exactement ça. Parce que quand elle m'a fait cette réflexion, j'ai senti qu'elle me plantait un couteau dans le ventre. Ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, un objet planté. Donc, on a enlevé l'objet planté, la douleur est assez vite partie, mais si on ne lui avait pas conscientisé, ben, moi, je suis le guérisseur, je t'enlève ça, je te dis rien, et puis ça y est, je t'ai guéri. Et ça, c'est pas OK. OK. C'est comme ça qu'ils sont formés. C'est comme ça J'ai qu'ils sont formés. j'ai envie de remettre, une pour les personnes qui nous écoutent, l'objectif de ces vidéos et l'objectif de Coep, c'est, démocratiser, rendre accessible, vulgariser le secteur du bien-être, du développement personnel, des médecines naturelles. Et j'ai envie de refaire un point sur la différence entre la médecine conventionnelle et Mhm. les médecines, naturelles ou les accompagnements énergétiques pour simplement qu'il y ait pas de confusion. Parce qu'il y a un peu comme une lutte entre ces 2 secteurs, entre le secteur médical d'un côté et on imagine une espèce de lutte où il y aurait des gens qui diraient que que ça vient effacer, alors que c'est C'est vraiment ça. complémentaire et je pense que c'est important pour moi de faire ce point dans cette interview parce que, tu touches à des choses, Yannick, qui peuvent être difficilement accessibles pour des personnes qui sont pas habituées et c'est important de leur dire que c'est vraiment complémentaire, que ça vient en plus de leur diagnostic médical, que ce sont des choses qui sont différentes. Parce qu'on vient toucher à de ce que j'entends, de ce que tu viens de nous décrire, à l'énergie. On vient ressentir les organes effectivement. Quand tu parles du scanner des personnes, c'est là où sont les blocages énergétiques, là où sont les artefacts que tu as nommés avec, par exemple, la lame plantée dans l'exemple que tu viens de nous citer et du coup, le déblocage va se faire à ce niveau-là et peut avoir apparemment un impact sur le physiologique à un moment donné. Mais voilà, simplement pour ceux qui nous écoutent, à quel moment quelles sont tes recommandations à toi pour justement les personnes qui ne savent pas, s'ils doivent venir faire appel à quelqu'un qui est formé à la bioénergie quantique ou s'il doit aller voir son médecin ou comment est-ce que tu formes même tes thérapeutes finalement, à ce niveau-là? Et quelles sont les recommandations pour les personnes qui nous écoutent pour savoir quand aller voir les uns ou les autres? Alors, je dirais, deux approches. Si les personnes viennent pour des problèmes psycho-émotionnels, type relations amoureuses, relations à l'argent, difficultés professionnelles, on ne va pas leur demander d'aller voir leur médecin. C'est évident. Là, on va pouvoir aborder le travail directement avec elles. Mmh. Par contre, si une personne vient nous dire, ben voilà, moi, j'ai des problèmes de dos depuis des années, ok, est-ce que vous avez une radio? Est-ce que vous avez un scanner? Non, j'ai pas ça. Allez passer une radio et un scanner d'abord. Il y a besoin d'aller voir ce qui se passe au niveau de la matière. Et tu as raison de le souligner, parce qu'on observe souvent une lutte entre les deux médecines, un affrontement, mais qui, je dirais, vient aussi de la médecine alternative, qui a toujours dit, oui, mais les médecins, ils comprennent rien à l'énergie, etc., et à les critiquer. En fait, les médecins, ils ont été formés à ce qu'on les a formés, c'est-à-dire une médecine de terrain, une médecine aussi physique, pas une médecine énergétique. Et ils savent faire ce qu'ils doivent faire dans leur job. Et en fait, moi, je suis vraiment pour une médecine intégrative, complètement intégrative, c'est-à-dire qu'ils viennent se compléter. Et moi, je dis aux praticiens que je forme, mais appelez le médecin généraliste aussi de la personne. Parce que la personne vient vous voir en disant, ben voilà, je vais faire de l'énergétique dessus. Vous y croyez peut-être pas, mais j'ai besoin de comprendre peut-être la personne, son diagnostic qui a été posé, par exemple. D'accord? Même si, attention, en bioénergie quantique, comme énergétique, on ne s'occupe pas de la maladie. On ne s'occupe pas d'un cancer. On va s'occuper des blocages de l'énergie. C'est complètement différent. La maladie, entre guillemets, ne nous intéresse pas. Donc, on ne va pas s'apesantir sur le diagnostic.
Mais quand je donne cet exemple de pouvoir appeler un médecin, c'est pour dire que on n'est pas dans une lutte, on est vraiment dans quelque chose d'intégré et qui fait que ça commence déjà par ne pas critiquer ce que les médecins ont trouvé, le diagnostic, etc., etc. Je prends mon cas. J'ai une douleur, donc c'est il y a à peu près 2 ans maintenant, ouais, un peu moins de 2 ans. Dans l'après-midi, je commence à avoir une forte fièvre, comme ceci, avec une douleur dans l'aine, mais fulgurante. Et j'avais eu des petites prémices comme ceci, et j'avais fait appel à une énergéticienne avec laquelle je travaille, qui m'avait fait un dégagement et qui m'avait dit: «Je vois une masse noire à ce niveau. Je vois un truc qui est pas OK, mais je peux pas t'en dire plus». Et moi, bon, on sait très bien que les cordonniers, c'est plus mal chaussé. J'ai laissé passer le truc. Je me suis dit: j'ai une phase de gros travail, là, je m'en occuperai après. Et en fait, je savais pas que je préparais une péritonite. Et j'ai une péritonite. Mais là, je suis désolé, pour une péritonite, je me suis pas dit: «Je vais faire des soins énergétiques», quoi. Je suis allé à l'hôpital me faire opérer. Point. Donc, il faut à un moment donné être lucide dans le fait que le corps, ben, comme je disais, tout ne se passe pas au niveau psycho-émotionnel, il y a besoin aussi de physique. Et quand une chimio s'impose, ben, elle s'impose. Quand une opération s'impose, elle s'impose. Point. Quand vous avez un genou qui est complètement foutu, où il n'y a plus du tout de cartilage, on vous dit qu'il faut poser une prothèse de genou, ben, il faudra poser une prothèse de genou. C'est pas moi en imposant mes mains que je vais reconstruire le cartilage. D'accord? Alors après, quand on voit l'histoire de Joe Dispenza qui a reconstruit sa colonne vertébrale avec le pouvoir de sa pensée, ben oui, tout est possible. Est-ce que tout le monde peut le faire? J'en suis pas persuadé. Il y a des personnes qui vont pouvoir à même de dire, ben, il n'y a pas d'urgence pour mon genou, je vais essayer de, why not? Et puis ils vont s'apercevoir qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui vont pas du tout être intéressées, qui vont se faire opérer par le genou. Et je dirais quelque part, il faut laisser le libre choix aux personnes là-dedans. Et pas dire, moi, j'ai la technique pour vous. Non, non, c'est vraiment un libre choix. Et si les personnes veulent continuer leur chemin dans la médecine classique, ben, il y a no problème. Je veux dire, il y en a pour tout le monde, en fait. Et c'est vraiment important voilà, nous, on forme les bioénergéticiens. Donc, les patients qu'on reçoit pour un problème physique ont reçu déjà un diagnostic. Ouais. Ça, c'est important. Et nous, derrière, on fait un bilan énergétique Mmh. qui n'est pas pour décrier le bilan, le diagnostic, qui est là pour expliquer au niveau énergétique pourquoi, en fait, le médecin a pu faire ce diagnostic. Mmh. S'il y a une maladie, par exemple, une maladie d'Hashimoto, qui est une atteinte de la thyroïde, on n'est pas là pour dire: ouais, mais le médecin, il t'a raconté n'importe quoi, tu comprends. En fait, la maladie d'Hashimoto, c'est ça, c'est ça. Non, non, non. OK, il y a un diagnostic qui a été posé. On sait qu'il y a la thyroïde qui déconne. Ben, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre ce qui s'est passé en amont pour que le corps puisse en arriver là, en fait. Que ce soit au niveau physique ou au niveau psycho-émotionnel. Est-ce que la personne, depuis des années, en fait, a une colère qu'elle n'exprime pas et qu'elle retourne contre elle? Est-ce que la mère a tué quelque chose, ne l'a pas dit à son enfant? Est-ce que? Et en fait, le rôle du bioénergéticien, c'est d'être un inspecteur et d'aller chercher tout ce qui s'est tramé en amont pour permettre à la personne de mieux comprendre pourquoi elle a cette pathologie et pour donner quelque part, entre guillemets, le maximum de possibilités à la personne pour qu'elle puisse retrouver le maximum d'intégrité énergétique et physique. Et je ne parle pas de guérison, parce qu'il y a des choses, on peut s'apercevoir que ben, on ne peut pas les guérir. Et puis c'est comme ça, elles ne vont pas guérir au niveau physique. Sinon, tout le monde guérirait, on le saurait. Donc, il ne faut pas parler de guérison, moi, je pense. C'est vraiment important parce que parfois, et souvent, la guérison ne se fait pas au stade où on aimerait qu'elle se fasse. On voudrait guérir de telles choses. Mais on s'aperçoit que la guérison physique, ben, elle ne se fait pas. Par contre, en travaillant sur la compréhension, sur ce qui a fait que, ben, on arrive à guérir des choses au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau psycho-émotionnel, pour soi ou dans sa généalogie, où on arrive à guérir son enfant intérieur, même si la guérison physique n'intervient pas. Et c'est ça qui est important. Je rappelle ce livre, il m'avait marqué, mais elle a repris. La guérison a ses raisons que la raison ne connaît pas, en fait.
C'est une guérisseuse qui avait écrit ce livre et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, on ne peut pas parler de guérison, on ne peut pas promettre en fait à une personne qu'elle va guérir de quoi que ce soit. OK, super. En tout cas, moi, ce que je retiens de ça, c'est, la responsabilité de tout un chacun, de l'individu, le fait de pouvoir, se replacer au centre, sentir ce qui est juste ou pas pour soi. Dans tous les cas, la médecine, conventionnelle est nécessaire et à un moment donné, on peut faire le choix ou non d'aller se faire accompagner en complément. On peut faire le choix ou non d'aller explorer d'autres, pistes sur lesquelles les médecins, en fait, ne sont tout simplement pas formés, tout simplement. Mais faire bien la part des choses et ensuite aller explorer les pistes en fonction du degré d'avancée du symptôme. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'a pas le temps d'aller explorer C'est des ça. choses complémentaires? Mais je pense que la clé, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, qui n'ont pas encore, qui aimeraient faire appel à des méthodes qui sont, complémentaires ou d'autres choses pour aller explorer leurs difficultés, c'est d'aller sentir est-ce que c'est juste ou pas pour eux, se responsabiliser aussi face à ça, quoi. Ouais et puis je pense il faut déjà essayer et puis, moi Bien l'expérience. je suis plutôt à pour le et non pas pour le ou, en fait. OK. Moi, quand j'ai mal à la gorge, par exemple, OK, je vais conscientiser pourquoi j'ai mal à la gorge. Est-ce que j'ai roulé en moto, sans foulard autour du cou et j'ai pris froid? Est-ce que quelque chose m'est resté en travers de la gorge, j'ai pas pu l'exprimer? Est-ce que je suis angoissé de quelque chose qui fait que ça me serre à la gorge? Je vais essayer de rechercher les jours d'avant, ce qui a pu se passer pour que j'ai mal à la gorge, en fait, que Mmh. ça soit physique ou psycho-émotionnel. Et ensuite, il faut agir, parce que c'est bien beau d'avoir conscientisé, mais je vais agir. Comment je vais agir? Je vais prendre de l'huile essentielle de lavande, je vais me frictionner très fort la gorge avec de l'huile essentielle de lavande. Mais je ne vais pas faire que de l'huile essentielle de lavande. Derrière, je sais, un truc qui marche très bien pour moi, il y a des gens qui vont dire ah, c'est hépatotoxique, il ne faut pas le prendre, machin. Moi, c'est l'efferalgan. Il n'y a qu'un truc qui marche sur moi, c'est l'efferalgan. Ben, je prends de l'efferalgan, ça me coupe les symptômes. Et je me dis, OK, tu as compris pourquoi tu as ça? Tu as agi, tu as mis de l'huile essentielle. Peut-être que tu as vachement mal à la gorge, tu vas prendre des pastilles, tu vas mettre un efferalgan et tu vas observer. Si j'ai plus mal, merci, au revoir. Si je continue à avoir mal, je vais voir mon médecin. Mmh. Je vais voir mon médecin lui disant, mais voilà, j'ai mal à la gorge depuis 3 jours, faites voir, etc. Bon, généralement, ça dure pas 3 jours, ça s'en va. Mais si ça dure, je vais voir mon médecin. Je me dis pas, non, non, un médecin, je ne vais pas le voir, etc. Absolument pas. C'est pour ça que je dis, choisissons le et, non pas le ou, en fait. Mmh. Et même ce qui peut être vu de la médecine, moi je dis quand il y a besoin d'antibio, il y a besoin d'antibio. Point barre. Quand votre corps il a besoin d'antibiotiques, bah, si vous faites une septicémie, vous n'allez pas vous dire ouais mais moi les antibiotiques j'en prends pas. Non, tu en prends. Point barre. Mmh. OK, super. Je pense que c'était important de remettre ça, à plat et j'aimerais revenir, Yannick, pour conclure cette interview, sur, la proposition, de départ, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur chemin et qui peut-être ont ce stress de se dire: «Où est ma place? Où est ma juste place?» Est-ce que tu aurais un conseil très concret à leur donner pour ceux qui se sentent, hem, dans cette situation, pour les aider? Alors c'est vrai que ça peut être très anxiogène quand on ne trouve pas sa place. On est tellement impliqué dans le processus aussi que c'est difficile aussi de voir avec du recul ce qu'il en est. Moi, je pourrais conseiller à ces personnes de repérer déjà qu'est-ce qui les motive dans leur vie, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui leur plaît, de quoi elles pourraient parler pendant des heures sans s'épuiser en fait. Parce qu'en fait, c'est là où est leur place, c'est dans ce qui les inspire. Moi, par exemple, la comptabilité, la finance, etc., c'est pas ce qui m'inspire. Je pourrais pas parler des crypto-monnaies pendant des heures, c'est pas un truc. Je sais que ma place, elle n'est pas là en fait. D'accord? Moi, ce qui m'inspire, c'est d'apporter de la connaissance, de permettre de la compréhension chez les gens, et je pourrais en parler pendant des heures. Ma place, elle est là. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner aux personnes, c'est de dire, OK, posez-vous et regardez quels sont vos centres d'intérêt. Qu'est-ce qui vous anime? Ouais, mais moi, ça serait la déco intérieure, mais je peux pas vivre de la déco intérieure. J'ai pas fait d'études. Il y a du monde là-dessus. J'y connais rien. Pourtant, j'ai le goût. Mais on s'en fout que tu n'aies pas fait d'études. On s'en fout que tu penses que c'est pas possible.
C'est juste, regarde là où tu as de l'intérêt dans ta vie. Qu'est-ce qui t'anime? Ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, tu enlèves de ton esprit ce qui est possible ou pas possible. Parce que là, c'est toi qui te mets des freins, c'est toi qui te sabotes. C'est déjà de repérer là où vous avez envie, de là où vous parlez le plus souvent des thèmes qui vous animent, en fait. C'est ça qui est important. C'est vraiment super important de voilà. Et pour les personnes qui disent: «Mais moi, il y a rien qui m'intéresse dans la vie». Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont comme ça. «Ouais, mais moi, il y a rien qui m'intéresse». Ben, je leur dis: «Ah ben là, il y aurait peut-être un travail à faire». Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas que rien ne vous intéresse, c'est que vous avez mis vos besoins au second plan. Et très souvent, on rencontre ça chez des personnes qui ont mis le besoin des autres au premier plan, qui se devaient en fait de correspondre à ce que les autres attendaient d'eux. Et du coup, eh beh, ils se sont mis entre parenthèses, ils se sont oubliés, ils se sont niés. Et là, je dirais, il y a besoin de se faire aider pour permettre à la personne de remettre en fait sa personne au premier plan. Donc, il va falloir aussi, je dirais, éliminer les croyances telles que oui, mais si je me mets au premier plan, ça fait quelqu'un de moi égoïste, par exemple. Donc, il y a besoin d'un travail de compréhension, de structuration par rapport à ça, pour pouvoir retrouver en fait. Donc, si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, qui est que, ben oui, les autres passent toujours avant moi, et moi, quelque part, je me suis tellement éloigné de moi que je ne sais plus ce qui m'anime, il y a vraiment besoin de faire ce retour à soi et de se dire, ben ouais, ouais, ben c'est maintenant le moment d'être pour moi un peu égoïste. Parce qu'égoïste ne veut pas dire égocentrique. Égoïste, pour moi, je prends toujours cette image de cet arbre qui est que si l'arbre ne se nourrit pas en premier à travers ses racines, ses feuilles, des minéraux, de l'air, de l'eau, il ne peut pas donner des fruits. Un arbre qui ne se nourrit pas en premier ne peut pas donner des fruits. Donc si je ne me nourris pas en premier, je ne peux pas donner de belles choses aux personnes qui m'entourent. Donc c'est nécessaire d'avoir de l'égoïsme. Parce que être égoïste et pas égocentrique, ça va permettre aussi de pouvoir nourrir mieux les autres qui m'entourent. Donc c'est ce Mmh. retour à soi en fait. Il faut prendre le temps de retourner à soi. Et si on n'y arrive pas seul, parce que c'est un chemin, eh bien il faut se faire aider par un coach, par un bioénergéticien, etc. Super. Sur, cette conclusion du coup de se nourrir, soi pour pouvoir donner des fruits aux autres et se faire accompagner, un mot sur Coep. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être encore à rejoindre ce réseau? Alors comme tu l'expliquais avant que la vidéo se mette en route donc pour cette interview, euh, on passe tellement de temps sur les réseaux à regarder des trucs qui sont souvent inutiles que franchement, ça vaut le coup de passer du temps sur un réseau où vous allez apprendre des choses, qui va vous ramener à l'essentiel, qui va vous faire poser en fait les bonnes questions sur vous-même. Parce que s'il y a quelque chose que je trouve qui est nécessaire dans sa vie, c'est d'arrêter de se poser des questions du style pourquoi pas moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça sert à rien. Par contre, j'écoute une vidéo et tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à ma vie? Ça, c'est une question essentielle. Et si Coep peut permettre ce genre de questionnement, je me dis, c'est gagné. Donc allez-y, foncez. Génial, merci beaucoup Yannick Vérité d'avoir accepté cette interview. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir, à la liker, à laisser un petit mot, à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible, de mes compétences. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coep, bah, vous allez trouver un lien autour de cette vidéo. Vous allez aussi trouver un lien vers le site internet de Yannick Vérité. Vous allez pouvoir poursuivre là, cette recherche d'informations si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maureen. Prenez soin de vous. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.